Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Noé Bernard de chez Data Scientist et je reçois aujourd'hui Alexandre Journeau qui est Head of Data Science. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu viens de parler d'un algorithme qui permet de gérer l'offre et la demande. Oui, c'est bien ça. c'est Et ça. ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite. Pour tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas que vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez poser toutes vos questions et interagir directement. On aura un temps de questions-réponses juste après la présentation. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça et passez un très bon webinaire. À tout à l'heure. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler en quelques minutes de Virtuo et de ce qu'on fait en data science de façon générale chez Virtuo. Puis ensuite, je vais exposer un peu cet algorithme et comment il fonctionne et comment on l'utilise. Donc, Virtuo, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On est une entreprise de location de voitures. Entièrement digitalisé. Entièrement digitalisé. Donc, je vais commencer par cette slide plutôt et revenir à celle d'avant. Donc, chez Virtuo, tout passe par notre app sans agence. Et donc, la clé est sur l'app. On ouvre la voiture directement avec son portable, sans passer par aucune agence. On peut du coup réserver un peu n'importe quand, y compris la nuit, y compris le dimanche, rendre à n'importe quelle heure. Et on est présent, actuellement on est présent, pas partout en France, on se développe progressivement, mais donc on est à Paris, on est dans le sud de la France, on est dans la plupart des grandes villes de France. On est à Madrid, on est à Barcelone, on est à Londres, à Bruxelles et là, pour cette année, on va normalement ouvrir en Italie, continuer à s'étendre en France, en Espagne, au Royaume-Uni, puis ensuite, plus tard, continuer avec l'Allemagne. On est environ une centaine d'employés chez Virtuo. Et donc, on est présent dans 60 endroits. Alors, à Paris, on est présent dans une quinzaine d'endroits et tandis qu'à Aix, on n'est présent que dans une station, la gare TGV d'Aix-en-Provence. On a, en tout cas cet été, on aura quelque chose comme 3000 voitures réparties sur ces 3 pays, enfin sur ces 4 pays en comptant l'Italie. On a eu jusqu'aujourd'hui 80 000 clients, mais comme chaque client vient en moyenne 2-3 fois, donc ça fait, on a eu beaucoup de, on a pu acquérir beaucoup de données sur les clients et sur les trajets qu'ils ont réalisés, sur le type de location qu'ils ont fait. Et on a à peu près 1 million de personnes qui ont téléchargé l'application Virtuo depuis le début de Virtuo. Donc, si vous avez des questions sur Virtuo, n'hésitez pas. Mais donc ça, c'est ce qu'on dit de Virtuo de façon générale dans toutes les présentations qu'on fait, dans les présentations commerciales, dans les présentations vis-à-vis de partenaires, par exemple quand on a envie de s'implanter dans un aéroport. Moi, je vais vous présenter ce qui est également invisible pour le client final, mais qui est assez essentiel, pour notre stratégie. La première chose, c'est que on possède nos voitures. À la différence des loueurs traditionnels type Sixt, Hertz, etc., qui se sont beaucoup étendus avec des franchises, et de l'autre côté des Drivey, Getaround qui inversement sont des plateformes de mise en relation. Nous, on possède nos voitures, ce qui veut dire qu'on en assume les coûts, mais aussi qu'on a un contrôle centralisé de ces voitures-là et un contrôle centralisé de la stratégie d'offre. Deuxièmement, on contrôle aussi nos canaux de distribution. On vend l'essentiel de nos locations sur notre app, sans passer ou bien de façon très minoritaire par des brokers, ce qui fait que d'abord on connaît très très bien
la sensibilité prix de nos clients, puisqu'on a les données de tout le funnel, puisque les données nous appartiennent, et également on sait activer davantage ces choses-là. Quand on passe par un broker, c'est-à-dire typiquement quand on passe par Expedia et par d'autres sites de ce genre-là, on est mis en concurrence avec d'autres et du coup on n'a pas la main mise sur le flux de clients qui vient. Et enfin, contrairement aux loueurs traditionnels et contrairement même à Drivey, on est capable d'ajuster assez bien notre taille de flotte. On est capable d'ajuster assez bien notre taille de flotte et d'avoir une flotte qui est saisonnière. Donc d'atteindre, aujourd'hui, on a 3 fois moins de voitures que ce qu'on va avoir cet été. Inversement, en novembre, on va redescendre à une flotte, en septembre, octobre, novembre, on va progressivement redescendre à une flotte beaucoup plus petite. Ça, on est capable de le faire parce que on a des contrats qui sont on utilise des contrats qui sont assez particuliers d'achat et de revente de voitures. La flotte, c'est le nombre de voitures qu'on a, oui. Je réponds aux questions dans le chat. La flotte, c'est le nombre de voitures qu'on a. Alors, je vais répondre directement à la question d'Alan. Comment savoir si le véhicule a été allumé lors du retour? Je vais revenir ici. Au début quand on fait une location, à chaque location, on demande à notre client de faire un état des lieux de la voiture et de refaire cet état des lieux à la fin de la location. Et ensuite, à l'issue de cet état des lieux, on envoie dans les heures qui suivent, on a des objectifs d'avoir 80% des retours qui soient faits en moins de 5 ou 6 heures, je crois. Il me semble que c'était ça notre objectif, et une médiane qui était encore en dessous. On envoie un expert nettoyer la voiture d'une part et faire un contre-état des lieux pour vérifier que la voiture n'a pas été allumée. Et c'est comme ça qu'on vérifie l'état des lieux et qu'on vérifie les éventuels dommages sur la voiture. Donc, ça c'est pour Virtuo et pour sa stratégie un peu générale. En data science, on travaille sur 2 choses, sur 2 choses en particulier. Notre premier rôle, c'est quelque chose d'assez basique, mais vraiment, vraiment essentiel, c'est de faire de la BI. C'est de faire de la BI et de faire du feature engineering. La raison est très simple. L'essentiel de la valeur ajoutée qu'on sort des données, on la sort au début de la simple connaissance des données. Ça sert pas à grand chose de prédire combien on aura de voitures dans 6 mois ou combien on aura de clients dans 6 mois si on n'est pas capable de compter de façon fiable, robuste, intelligible combien on a de clients aujourd'hui et de définir ça correctement. Donc, la première partie de notre travail, c'est d'avoir ces outils de BI. Et également, ça ne sert à rien de faire des prédictions très, très complexes si les décisions prises au quotidien ne sont pas fondées sur des chiffres, ne sont pas fondées analytiquement. Et pour qu'elles le soient, il faut que toutes les équipes, que ce soit la logistique, le marketing, la finance, le service client, que toutes les équipes utilisent les mêmes outils de BI. C'est seulement parce qu'elles auront adopté ces outils-là qu'elles pourront utiliser ensuite des outils prédictifs qui sont plus marrants à développer, mais c'est seulement parce qu'ils auront adopté tout ça qu'ils pourront que nos modèles de machine learning qui nous permettent d'aller plus loin pourront être mis en pratique. Et donc, on a cette première stack qui est chez Virtuo, on utilise un logiciel qui s'appelle Looker, qui appartient à Google.
et dans lequel, en fait, on va faire beaucoup de feature engineering, beaucoup de visualisation de données, d'alerte, d'analyse pour suivre les KPI, pour avoir des alertes, pour que toutes les équipes aient des alertes sur leur activité, que la logistique ait des alertes liées à la logistique, combien de voitures sont actuellement en réparation, combien de voitures sont en réparation depuis plus de 15 jours et pour lesquelles il faut faire des relances, des choses assez basiques comme ça, mais sans lesquelles on peut rien faire. Une fois qu'on a ça, on va utiliser des modèles de machine learning. Et ces modèles, on a des modèles de deux types. Enfin, en tout cas, que j'ai découpé en deux. C'est les modèles macro et les modèles micro. Les modèles macro, c'est des modèles qui vont dont la réponse va être un nombre scalaire, combien, qui vont répondre à des questions combien de voitures il faut avoir, combien de clients on va avoir, combien on va dépenser de. Attendez une seconde. Alors, je réponds à la question sur Looker. Looker, ça s'écrit comme dans le chat. L2O KER. Comme ce que j'ai écrit. Mais donc, on a les algos macro donc, qui répondent à la question combien et qui nous permettent d'analyser des choses. Et on a des algos micro où on va prédire des comportements individuels de clients. Prédire des comportements individuels de clients, ça veut dire à la fois prédire si un client va avoir un accident ou pas. J'en parlais avec Noé juste avant que ça commence. Noé, qui a 23 ans, ne peut pas louer de Mercedes Classe H chez Virtuo. C'est parce qu'en fait, on a établi que les jeunes ne peuvent pas louer de Classe A parce qu'ils ont un risque d'accident trop élevé. Alors cette règle-là, on l'avait établie une fois pour toutes parce qu'elle était fondée statistiquement, elle était assez robuste. Mais par ailleurs, on a ensuite des algorithmes qui nous disent, qui définissent, du machine learning en fait, qui trouvent eux-mêmes la règle de quels clients sont dangereux, accidentogènes ou potentiellement frauduleux. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des algos macro et d'un de ces algos en particulier. Parce qu'on a 3 algos macro chez Virtuo pour opérer cette adéquation entre l'offre et la demande. On a un premier algo de dimensionnement de flotte qui va nous recommander chaque semaine d'acheter et de revendre des voitures pour dimensionner notre flotte pour les 3 à 6 mois qui suivent. On est sur une temporalité relativement longue ici, avec cet algorithme. Ensuite, une fois qu'on a fixé la flotte, ou en tout cas qu'on a fixé la flotte à court terme, parce que on ne sait pas forcément acheter, si je recommande d'acheter une voiture pour demain, la logistique ne saura pas suivre. Donc, quand on va raisonner à court terme, et donc à court terme, c'est-à-dire à l'horizon du mois, on va plutôt le faire dans l'autre sens. On va se dire que la flotte est déjà fixe, qu'on a fixé notre flotte, qu'on ne peut pas l'ajuster à court terme, mais on va essayer d'activer la demande et de jouer sur la demande pour corriger cette adéquation. Et en dépensant plus ou moins de budget marketing. Ça, c'est à l'horizon du mois. Et enfin, à un horizon beaucoup plus court, chez Virtuo, à peu près de mémoire, 3/4 ou 80% de locations se font avec moins d'une semaine de délai. On est vraiment sur les choses un peu assez dernière minute. Le vendredi, on a un pic assez important, non seulement de départ, mais aussi
de réservation, le moment où la réservation se fait, parce que les choses se font beaucoup en dernière minute. Et on va ajuster les prix au jour le jour, et même plus qu'au jour le jour, on va ajuster les prix toutes les heures, même si on ne va pas forcément les modifier toutes les heures, mais on se donne la possibilité de les modifier toutes les heures pour suivre le remplissage de nos voitures et pour s'ajuster vis-à-vis de nos concurrents, de l'élasticité prix des clients, c'est-à-dire quand les clients sont peu sensibles au prix, ben, on va avoir tendance à avoir des prix plus élevés. Quand les clients sont, quand au contraire les clients sont très sensibles au prix, on va avoir des politiques assez différentes. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la première partie de ces 3 algos, qui est l'algo de dimensionnement de flotte. J'ai vu qu'il y avait 2 questions auxquelles je vais répondre à la fin de la présentation, si vous le voulez bien. Notre algo, tel qu'on se l'est fixé au début, quand je suis arrivé chez Virtuo, il y a à peu près 3 ans, c'était de se demander comment on optimisait la flotte. Mais quand on se demande comment on optimise la flotte, en fait, ça soulève plein de questions. Ça soulève plein de questions. Alors, pardon. Les autres questions, c'est la première fois que j'utilise Livestorm et j'avais pas vu qu'il y avait des questions en parallèle. À droite, j'avais l'onglet de chat ouvert, mais pas l'onglet de questions. Du coup, j'ai raté 2 questions, mais je viens de les voir et j'y répondrai plus tard. Enfin, j'y répondrai à la fin de la présentation. Je vais répondre néanmoins à la question sur les prix. Les prix ne dépendent pas des clients, non. Non, les prix sont indépendants des clients, en tout cas pour aujourd'hui. Peut-être que dans le futur, on va changer de stratégie. Mais pour l'instant, on a des tarifs qui sont transparents et qui sont les mêmes pour tous les clients. Enfin, sauf pour les clients qui ont des tarifs négociés, pour les entreprises qui ont des tarifs négociés, mais pour les clients B2C, on a des prix identiques pour tout le monde. Ça dépend seulement de l'heure à laquelle on fait la réservation. Quand on réserve en avance, mais c'est un peu comme partout dans le travel, en fait. Quand on réserve en avance, on a souvent des prix moins élevés que quand on réserve en dernière minute. Donc, je reviens à la slide, pardon. Qu'est-ce que ça signifie optimiser la flotte et quelles questions on doit se poser quand on se donne comme problème d'optimiser la flotte? La première question très importante, qui est en fait la question essentielle, c'est comment on mesure que notre flotte est optimale? Comment on mesure l'efficacité de notre flotte? Et en fait, c'est une question qui est essentielle dans à peu près n'importe quel modèle, dans n'importe quel problème de machine learning. C'est comment on définit le terme d'erreur ou le terme de gain, enfin, ça dépend de la façon dont on pose la chose. Comment on définit la quantité qu'on veut maximiser ou minimiser. Et c'est là-dessus, en fait, que le plus souvent, on a besoin de mettre le plus d'intelligence et de mettre le plus de travail quand on fait un algo d'optimisation, de machine learning. C'est définir correctement ce qu'on veut maximiser, minimiser. Deuxièmement, l'autre question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des résultats? Il faut que le résultat de l'algorithme soit des leviers qu'on puisse actionner. Il suffit pas, si je fais des prédictions extrêmement précises, extrêmement complexes, mais que je ne sais pas les utiliser derrière, que j'ai pas de moyens d'action pour faire l'adéquation off-demande, mon algorithme de prédiction n'a servi à rien. Donc,
Donc là-dessus, il faut que la réponse de l'algorithme corresponde le plus possible à des décisions qu'on peut prendre dans la vie réelle. Et des décisions qu'on peut prendre dans la vie réelle, c'est acheter ou revendre des voitures. Et enfin, quelle hypothèse on doit poser quelles hypothèses on doit poser pour résoudre ce problème. Et donc, c'est ce que j'ai résumé dans l'encadré de cette slide, c'est que notre algorithme va chercher à optimiser la marge opérationnelle totale, en absolu, de notre activité, à l'aide d'une méthode de descente de gradient, et dans lequel, pardon, j'ai changé de slide sans faire exprès, dans laquelle on va optimiser le plan de flotte, et en prenant l'hypothèse que la demande, en prenant l'hypothèse d'une prédiction fixe de demande, c'est-à-dire, je vais y venir juste dans cette slide, c'est une hypothèse très forte, c'est que on va prédire la demande sans que le nombre de voitures qu'on possède ait un impact et un quelconque impact sur la demande des clients. C'est une hypothèse très forte qui est évidemment fausse, mais qui nous permet quand même de faire des choses. Pour pallier comment dire, non pas ce défaut, mais cette limite du modèle, on fait le modèle inverse, où on va plutôt se dire que cette fois la flotte est fixe, mais que la demande, elle, dépend de nos propres actions. Et nos propres actions, c'est dépenser du budget marketing pour qu'il y ait un flux de clients qui téléchargent l'appli, puis qui s'inscrivent chez Virtuo, puis qui consomment chez Virtuo. Ça, je ne vais pas le présenter, mais on a aussi un modèle qui a une complexité qui est similaire à celui que je suis en train de présenter. Et donc, comment on prédit la demande ? C'est quelque chose de relativement simple. En fait, on fait une régression, on cumule 4 régressions linéaires sur des séries temporelles. On va essayer de trouver quelle est la tendance de la demande en désaisonnalisant. Puis on va essayer de prédire la saisonnalité de la demande. Alors là, j'ai mis un exemple, c'était sur une station qui était très saisonnière. On avait un écart très important entre. On a 2 ans de données là, avec au milieu de Noël, le Nouvel An. J'avais pris une station très très saisonnière, mais sur laquelle on voyait qu'on faisait quasiment x4 d'une année sur l'autre. Enfin, pas d'une année sur l'autre, pardon, entre le mois le plus bas, que sont les mois d'hiver, donc les janvier, février et novembre, début décembre, et le pic de l'été, juillet-août. Puis ensuite, on a un modèle qui va tenir compte des vacances et d'autres événements que les vacances, les jours fériés, et depuis 1 an, quelque chose qu'on prenait pas en compte dans nos modèles parce qu'on ne savait pas que ça pouvait exister, les confinements. Et donc, les confinements, ça a un impact qui est quand même assez délétère pour nous, comme vous pouvez l'imaginer. Quand les déplacements sont interdits, on ne peut pas vraiment louer de voiture, on est en sous-régime. Là, c'est moins le cas que l'an dernier, mais l'an dernier, on avait divisé notre activité par 4 du jour au lendemain, ou par 3. Aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on avait avant le confinement, mais on est moins loin. On est moins loin de ça que pendant le premier confinement. Et enfin, on a quelque chose d'assez important, c'est la fréquence intra-hebdomadaire. Et effectivement, pour répondre à la question qui est sur le chat, on a des pics tous les week-ends. On a des creux la semaine et des pics le week-end. Et c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on compose.
Et c'est l'output de notre algo va nous dire précisément s'il faut qu'on accepte s'il faut qu'on accepte tous les pics des week-ends en particulier. C'est-à-dire, pour prendre un exemple numérique, si j'ai 100 clients la semaine et 150 clients potentiels le week-end, est-ce qu'il vaut mieux avoir 100 voitures ou 150 voitures? Sachant que je vends plus cher le week-end, mais que ça me coûte en parking pendant la semaine, quel est l'équilibre à trouver? Et c'est à ça que va répondre l'algorithme. C'est la réponse précise de cet arbitrage qui est assez intuitif, mais dont la réponse peut être assez fine. Deuxième volet de cet algorithme, qu'est-ce qu'on va optimiser? Enfin, quel est notre levier? Notre levier, c'est un plan de flotte. Et un plan de flotte, c'est acheter des voitures et les revendre pour avoir une flotte totale qui corresponde à un optimum. Et donc là, sur le plan que j'ai montré, c'était un plan pareil qui commençait en janvier, qui terminait en décembre. On voit qu'on achète des voitures pendant toute la période à partir de fin janvier jusque début juillet ou début août, j'arrive pas trop puisque j'ai retiré l'échelle, j'arrive pas trop à savoir où c'est exactement. Et on revend des voitures à partir de la fin août, puis en novembre, puis même début décembre. Et on commence à racheter des voitures juste avant Noël. Donc ça, c'est un plan de flotte qu'on fait. C'est un plan de flotte qu'on fait à peu près chaque année. La question à laquelle on doit répondre, c'est quel est le volume. Et dans ce plan de flotte, on tient compte des contraintes qu'on a vis-à-vis des concessionnaires, enfin des constructeurs automobiles. C'est qu'on n'est pas capable de détenir des voitures moins de 6 mois. On ne peut pas acheter, typiquement, on voudrait dans l'absolu acheter une voiture le jeudi et la revendre le lundi matin. Ça nous permettrait de répondre au pic du week-end. Bon, évidemment, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible dans des conditions financières, dans des conditions financières acceptables. Pareil, l'été, on voudrait acheter des voitures, idéalement, acheter des voitures le 1er juillet et les revendre le 31 août. Financièrement, c'est pas du tout raisonnable parce que la décote que prend la voiture est beaucoup trop importante pour ne la détenir que 2 mois. Et donc, on a ces contraintes de 6 mois et on peut aller jusqu'à 12 mois maximum. On ne peut pas aller plus loin parce que c'est contractuel, on ne peut pas aller plus loin. Les constructeurs ne voudraient pas racheter les voitures dans ce cas-là. Et en ça, on a des contraintes qui sont assez différentes des loueurs traditionnels qui vont acheter les voitures plutôt pour 2-3 ans. Et c'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins capables d'ajuster la flotte le long de l'année parce qu'ils sont sur des détentions qui durent 2-3 ans. Et enfin, la question la plus importante de cet algorithme, c'est comment on sait qu'on a atteint un optimum. Bon, en réalité, on ne sait pas si on a atteint un optimum, mais en tout cas, on ne sait jamais qu'on atteint un optimum dans la vraie vie. On ne trouve que des optima locaux. Mais en tout cas, comment on mesure cet optimum? On va mesurer la marge opérationnelle totale. Et en fait, ce n'est pas la marge opérationnelle totale qu'on mesure, mais ce qu'aurait été la marge opérationnelle totale si on avait en input un plan de flotte quelconque. C'est ça ce qui permet, derrière, de trouver le plan de flotte qui permette d'aller chercher la marge opérationnelle totale théorique la plus haute possible. Cette marge opérationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est les revenus moins les coûts, tout simplement. Nos revenus chez nous, on a un flux de demande entrant. On a un flux de demande entrant plutôt, c'est le flux qui est entrant, et une flotte. On n'est pas capable de faire plus de revenus que ce qu'on a comme voiture. Si on a 100 voitures et 150 clients, on va faire des revenus qu'avec 100 clients. Inversement, si on a 200 voitures et 150 clients, on va être capable de faire des revenus qu'avec 150 clients et pas plus.
Donc ça, c'est nos revenus. Nos revenus ils sont définis comme le minimum entre la demande entrante et notre flotte. Bon. On convertit ça évidemment en termes de revenus avec les prix, avec notre capacité à avoir des voitures toujours disponibles, enfin toujours roulantes. Et on va modéliser nos coûts. Et nos coûts, on a 3 types de coûts. On a des coûts qui sont, drivés par la taille de flotte. Typiquement, les loyers des voitures. Combien ça nous coûte de détenir une voiture pendant un jour. On a des coûts qui dépendent de la demande. Donc, plus on va répondre à des clients, plus on va devoir nettoyer les voitures, plus on va devoir réparer les voitures. Et enfin, on a des coûts qui sont inversement proportionnels à la demande. Plus on a, pour une flotte fixe, plus on a de clients, moins on a de voitures garées. Moins on a de voitures garées, moins on paye de parking. Et donc, c'est ce qu'on voit un peu sur ce graphe. C'est que en jaune, c'est les endroits où on va avoir des voitures garées, et donc des voitures qui vont nous coûter très cher en termes de parking. Enfin, en jaune clair et jaune plus vif. On va avoir ce qu'on appelle des fails, c'est-à-dire qu'on répond au client, désolé, on n'a pas de voiture, on n'a plus de voiture. C'est typiquement le cas, vous voyez, on a des masses assez importantes de fails pendant le mois d'août, pendant le mois de décembre, enfin pendant le pic de Noël, mais également pendant la montée en charge de juin-juillet. Et donc on voit des pics tous les week-ends, mais uniquement le week-end et pas pendant la semaine. Et donc là, en fait, c'est parce que notre algorithme nous a dit que l'optimum, c'est de ne pas aller chercher le pic, c'est de pas aller chercher entièrement le pic de l'été, mais d'aller chercher qu'une partie du pic de l'été. Comment on fait pour trouver cet optimum? On fait une descente de gradient, on prend un plan de départ, on initialise notre algorithme avec un plan de départ, qui n'est pas quelconque, hein. L'initialisation a un impact assez fort, donc on fait tourner sur des initialisations différentes, une initialisation qui ressemble intuitivement beaucoup à ce que devrait être la réponse finale d'abord, puis une initialisation qui est volontairement trop haute, où on a trop de voitures, et inversement une initialisation qui est volontairement trop basse, pour pouvoir, et derrière, on voit, ça nous permet d'assurer la convergence de l'algo, quel que soit le point de départ, et de nous assurer aussi qu'on n'est pas sur un optimum local, qu'on est du mieux possible, le plus proche possible de l'optimum global. Mais donc, on prend un plan initial et on va le faire aller dans toutes les directions. On va acheter une voiture de plus, une voiture de moins. Pour chaque voiture, on va détendre un peu, on va étendre la période de détention, on va raccourcir la période de détention et on va voir si ça permet de maximiser, d'avoir une marge opérationnelle plus forte. Si c'est le cas, on va aller dans cette direction et on va recommencer. C'est une descente de gradient. On va répéter jusqu'à ce qu'on converge, en limitant évidemment le nombre d'itérations de l'algo, parce que sinon l'algo devient sous-performant. Et on arrive à converger assez vite à un plan optimal. C'est ce qu'on voit ici sur le graphe, c'est toutes les lignes que j'ai mis en rose clair, qui sont un peu toutes des itérations de l'algo. Je réponds à la question de Xavier, parce que c'est ce que j'allais dire. Le plan dépend de l'endroit où est faite la location. Oui, en fait, cet algorithme-là, non seulement on le fait au niveau national, mais en fait, on le fait au niveau de chaque station. On va avoir des plans pour toutes les stations ou pour toutes les villes. En fait, en fait, on fait les plans au niveau des villes et au niveau des régions parce que ça nous permet
Au niveau des villes, c'est parce qu'on suppose qu'on n'est pas capable de déplacer les voitures entre les villes. En pratique, on est capable de le faire, mais ça nous coûte un peu d'argent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare nos plans au niveau de la ville et les plans au niveau national pour voir si aller au niveau national, ça nous permet d'aller chercher plus de chiffre d'affaires avec le coût supplémentaire qui est de déplacer les voitures entre les villes. Déplacer une voiture entre deux villes, ça peut être relativement coûteux, mais parce qu'on est capable de trouver le plan optimal à chaque périmètre géographique, du plus petit au plus large, on est capable aussi de recommander des déplacements de voitures qui nous permettent d'aller chercher un optimum national plus élevé que la somme des optimums locaux. Et donc, quand on fait notre optimisation, en fait, quand on démarre avec très peu de voitures, ou quand on démarre avec beaucoup de voitures, on va prendre le graphe dans un sens ou dans l'autre, au début, quand on a très peu de voitures par rapport à la demande, quand on ajoute des voitures, on répond à de plus en plus de demandes, proportionnellement à la demande, et donc nos revenus croissent, nos coûts et nos revenus croissent en même temps, mais notre marge croisse en même temps. Notre marge croît en même temps, plutôt. Puis, à un moment, progressivement, plutôt, les revenus commencent à stagner. Si je reprends le graphe qui est ici, si j'ai le même niveau de voiture que ce que j'ai pendant l'été, je ne ferai pas tellement plus de revenus pendant le reste de l'année. Donc, les revenus stagnent, mais les coûts explosent. Et à un moment, les coûts deviennent plus importants que les revenus. Et donc, en fait, c'est là qu'on trouve un optimum. Et alors, ma courbe est un peu cabossée parce qu'en fait, on ne sait pas, c'est pas très important, mais la courbe est un peu cabossée. Mais en tout cas, l'algo nous permet de trouver l'optimum de flotte et le plan de flotte optimal, station par station, et au niveau national et au niveau national. Juste avant, je vais changer un peu l'ordre des slides, parce que peut-être que la slide numéro 15 répond peut-être à des questions, et ensuite je vais vous montrer la pipeline de données qu'on utilise. Comment on fait? Comment on s'assure que l'algo est bien robuste? Premièrement, l'algo, d'abord l'algo est fondé sur une prédiction. Pour que l'algo soit robuste, il faut que la prédiction soit robuste. Et pour que la prédiction soit robuste, on va régulariser ou pénaliser, je ne sais plus lequel des deux mots est un anglicisme, chacune des régressions qu'on utilise dans la prédiction. On va donner également des intervalles de confiance pour les prédictions, pour toutes les prédictions. Et un truc très important, c'est que ces intervalles de confiance pour la prédiction, on va les traduire en intervalles de confiance pour l'output, qui est la marge opérationnelle. Et donc, on va avoir une distribution des marges plutôt que d'avoir uniquement une espérance de marge. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Ça nous permet typiquement de raisonner, de chercher à optimiser autre chose que l'espérance de marge. Par exemple, on peut chercher à optimiser le percentile 10 de la marge. C'est une vision très conservatrice, ou inversement, optimiser le percentile 90 de marge, quelque chose de très optimiste. C'est typiquement, en économie, le problème des baguettes des baguettes de pain à 19h dans les boulangeries. À 19h, souvent, quand on arrive dans une boulangerie à 19h, elle n'a plus de baguettes. Parce que si elle devait vendre, si elle est incertaine de vendre entre 500 et 600 baguettes en une journée, la boulangère choisira, si elle a pas envie de prendre de risque, de ne produire que 500 baguettes. Pour ne pas se retrouver avec des baguettes qu'elle ne vendra pas. Mais de passer à côté, en faisant ça, elle passe à côté
elle passe à côté de ventes supplémentaires. Donc, soit elle résonne, enfin, si elle résonne en espérance de marge, elle va avoir un truc qui va être autour de 550, à affiner bien sûr, mais si elle résonne avec en percentile 10, c'est-à-dire si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a peu de clients qui viennent ce jour-là, ben elle va chercher un plan qui va être plus conservateur. Et parce qu'on a ces intervalles de confiance et que l'algo travaille aussi avec des processus stochastiques et pas juste avec des prédictions déterministes, alors on arrive aussi à faire ça. Deuxièmement, ce qu'on fait et qui est assez essentiel, c'est que les plans qu'on produit, on les produit pour le futur, mais on les produit aussi pour le passé. Ça nous permet de comprendre pourquoi on s'est raté, pourquoi on n'a pas réussi à prédire certains événements. Et toujours, quand on regarde nos prédictions a posteriori, ben, souvent, enfin, elles sont souvent bonnes, assez heureusement, mais on se rate sur quelques événements. Parfois, notre prédiction avait été bonne, mais c'était plutôt que c'est notre réponse qui avait été mauvaise. On n'avait pas exécuté un plan très intelligent. Et enfin, ce qu'on utilise, c'est des analyses sensibilité. C'est des analyses sensibilité, c'est comment l'algorithme réagit à plus ou moins de voitures. Est-ce que les coûts qu'on produit, est-ce que la structure de coûts qu'on a dans l'algo est cohérente avec ce qu'on a en réalité? Est-ce que les contraintes comment on pourrait on a un algo qui est un algo d'optimisation sous contrainte. On peut regarder la sensibilité de l'algo aux contraintes, par exemple. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir un algo beaucoup plus robuste. Et voilà. Et je vous montre enfin la pipeline de données. Donc, on utilise Looker. Et comme ça, je pourrais répondre aux questions juste après. On utilise Looker, qui est notre outil de BI et de feature engineering. Et dans cet outil est abondé par l'ETL. Et donc, il y a à la fois notre data lake avec toutes nos données historiques. Et également, on a pas mal d'hypothèses pour l'algo qu'on a fait passer par Looker. Tous les drivers de coûts, toutes les contraintes business. Ces données de Looker, dans lesquelles on a dans le feature engineering, il y a pas mal de définitions assez importantes, des conventions assez importantes qu'on fixe. On les envoie vers l'algorithme. Et donc, cet algorithme, qui est un algo qui est fait en Python et avec beaucoup de parties en R. En fait, c'est un mélange des deux, mais l'algo était initialement fait en R et on l'a encapsulé dans du Python. Dans cet algo, on va charger les données, les nettoyer, les transformer encore. C'est une bonne partie de ce travail. Ensuite, on va faire les prédictions, prédire combien on aura de clients dans le futur, et derrière, on va optimiser la flotte. Et le résultat de cette optimisation, on le renvoie dans Looker pour pouvoir l'analyser, pour visualiser les recommandations, pour comparer le plan qu'on utilise en pratique et les recommandations, pour comparer les recommandations entre elles, pour voir comment les recommandations évoluent semaine après semaine. Et voilà, et je mettais en conclusion une dernière slide pour dire que on a 3 algos qui sont séquentiels. On fait d'abord on fixe la flotte, puis ensuite on fixe le budget, puis enfin on fixe les prix. On travaille, mais on est encore à l'état de projet. On travaille sur un algo qui unifierait tout ça et qui nous donnerait directement en output un ensemble de décisions, de flotte, de politique de prix et de dépenses marketing. Et pas 3 décisions indépendantes. Enfin, 3D, c'est en fait faire en sorte que les 3 décisions soient simultanées et pas séquentielles. Voilà. Et donc, je vais répondre à vos questions en les prenant
dans l'ordre. Alors, je vais Merci beaucoup pour ta présentation, Alexandre. Oui. C'est très intéressant. Ouais, donc, je te propose de passer aux questions comme tu le disais maintenant. Si tu veux, on avait une question de Elias qui demandait, dans vos modèles prédictifs et en fonction de la demande, pensez-vous qu'il serait intéressant de vous focaliser sur les types de véhicules les plus demandés au risque de ne pas subvenir aux besoins des autres ou de diversifier votre flotte, quitte à perdre de l'argent sur le court, moyen ou long terme? Et comment décider d'un tel plan optimal? Alors, c'est une très bonne question. C'est aussi aujourd'hui, notre algo, il se fait avec un modèle unique de voiture, alors qu'en pratique, on vend 5 ou 6 modèles différents chez Virtuo. Enfin, on loue 5 ou 6 modèles différents chez Virtuo. Et on est actuellement aussi en train de travailler sur une nouvelle version de l'algo qui tiendrait compte des modèles de voitures, des catégories de voitures. Et pour ça, on a besoin d'avoir deux hypothèses qu'on calibre grâce à notre donnée. C'est dans quelle mesure les modèles sont substituables les uns aux autres. C'est-à-dire quand un client voulait une Peugeot 208, s'il n'y en a pas, dans quelle mesure il va se reporter sur une classe A ou inversement. Et de connaître tous les coûts et toutes les contraintes spécifiques de chacun des modèles, parce que comme on travaille avec des constructeurs différents, on a des contraintes d'achat qui ne sont pas forcément les mêmes. Okay. Mais effectivement, on est en train de travailler sur une nouvelle version de l'algo qui regarderait, qui nous permettrait qui nous driverait beaucoup plus dans nos discussions avec les constructeurs, qui nous dirait, là, il faut aller chercher, là, en fait, optimalement, il ne faudrait pas 10% de modèles comparables à la Peugeot 208, mais plutôt 25%. Et donc aller négocier non seulement avec Peugeot, mais avec Renault, avec Fiat, avec tous les constructeurs qui sont sur cette gamme-là. Okay. On a Aurélien qui te demandait comment être certain des données utilisées pour les étapes du machine learning. Exemple de l'âge minimal pour louer un véhicule. Donc, comment vérifier les données? Alors, un point très important qu'on utilise dans l'équipe de data chez Virtuo, c'est que la BI, le feature engineering pour la BI et le machine learning sont faits par les mêmes personnes. Il n'y a pas de poste spécialisé machine learning et de poste BI. Pourquoi? C'est parce que quand on va faire des algos de machine learning, il faut qu'on maîtrise les données sur lesquelles les algos se fondent. Et pour maîtriser les données, la meilleure chose à faire, c'est de les avoir produites soi-même. En tout cas, de les avoir pré-traitées soi-même et de les avoir. C'est la même personne en fait qui va rendre les données disponibles pour des analyses brutes, pour des analyses simples faites par les équipes elles-mêmes, et qui va ensuite faire des algos de machine learning pour aller plus loin. Il y a un vrai suivi de la donnée tout au long du parcours. C'est ça. Okay. On a Yasmine qui demandait, avez-vous adapté vos modèles suite à la crise sanitaire, typiquement confinement et déconfinement, et du coup, comment vous les avez adaptés? Oui. D'abord, on a introduit une variable. L'adaptation la plus simple, c'était d'introduire une variable pour le confinement, qui est une variable explicative des événements, de la demande, de l'évolution de la demande. Un confinement, c'est une variable explicative hyper importante. Et même plus que le confinement, en fait, on a eu on avait sur nos slides, si je remonte n'importe laquelle des slides, ici, on a un écart semaine-week-end qui varie le long de l'année. Il y a une saisonnalité là-dessus aussi. Mais depuis le 15 mars 2020, et hors période de confinement, parce que là, on est en demande qui est très basse, mais hors période de confinement, typiquement l'été 2020, l'automne 2020, on n'avait plus du tout le même écart semaine-week-end. Mais en fait, il nous a suffi d'ajouter le confinement et avant-après le 15 mars comme variable explicative dans nos modèles pour que les données soient divisées en deux flux et qu'elles soient mieux comprises. Et ça nous a permis en fait de continuer, que nos modèles continuent à se mettre à jour et continuent à utiliser
y compris les données qu'on a qu'on accumule depuis un an, mais de les considérer d'une façon différente. L'autre solution aurait été d'ignorer toutes les données à partir du 15 mars, mais c'était un peu faible comme méthode. Ok. Et mais c'est tenu compte en fait de ça. Voilà. Vous avez réduit votre flotte beaucoup plus. Alors après, oui. Oui, bien sûr. Après, mais ça, c'est des décisions plus. Enfin, ça, on n'avait pas besoin de machine learning pour savoir que la demande s'effondrait. Enfin, pour comprendre le 15 mars que la demande s'effondrait et qu'il fallait d'abord annuler tous les achats qu'on avait prévus pour les 3 mois cultivés et essayer de réduire notre flotte au minimum pour passer le confinement. Et oui, effectivement, on a revu un peu tous nos plans de croissance, en 2020. On n'a pas réalisé la croissance qu'on voulait faire en 2020. Je pense que dans ce Une question de Guillaume qui parle plus de Virtuo directement. Bonjour, autorisez-vous le fait de prendre et de rendre une voiture à 2 endroits différents comme un loueur plus traditionnel? Il rajoute ce qui doit avoir un impact fort sur votre flotte et le modèle que vous développez. Oui, alors aujourd'hui, on ne le fait pas encore. On ne fait pas encore. Les loueurs traditionnels le font, mais ils le font avec, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait chez un loueur traditionnel, ils le font avec des tarifs assez prohibitifs. Ils font payer le retour de la voiture par camion, en fait. Et donc, ça peut rajouter 200 € ou 300 € sur la location. Ça peut être assez prohibitif. Parfois, c'est moins quand ça les arrange, mais ils ont pas encore, ils le font pas de façon très, très maligne là-dessus. Et donc, nous, on réfléchissait, mais c'est quelque chose qu'on aurait voulu faire en 2020. Évidemment, tous nos plans ont été un peu revus, tous nos plans produits ont été un peu revus en 2020. Et on ne l'a pas encore fait. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et de le faire avec des incitations, typiquement. On voit de plus en plus de solutions proposées de rapatrier les voitures. Ouais. C'est ça. Quand ça nous arrange, quand on a envie que les voitures reviennent en un endroit, faire que le one-way, on appelle ça le one-way, se fasse sans surcoût. Et inversement, quand on n'a pas envie, dissuader via le prix. Okay. On a Yasmine qui voulait en savoir plus sur ta fonction au sein de Virtuo et surtout ce que tu fais principalement, donc Head of Data Science. Oui, donc je suis responsable du pôle de Data Science chez Virtuo, qui est un pôle qui est entre qui est un pôle indépendant. Et on est vraiment à mi-chemin de la tech et de la stratégie opérationnelle, enfin des operations au sens large, mais operations, ça renvoie à la logistique et au marketing à la fois. Et en fait, notre rôle, c'est de fournir des données à tout le monde, bêtement, pour que chacun puisse analyser quantitativement ce qu'il fait, et également d'aider les équipes, et d'aider nos co-founders à prendre des décisions stratégiques, d'aider les co-founders et le CEO, Chief Operating Officer, à prendre toutes les décisions stratégiques d'achat et de revente de voitures. En fait, l'idée au départ, c'était vraiment d'aller négocier avec les constructeurs avec beaucoup plus de certitude et beaucoup plus d'aplomb. Okay. Et pareil, quand on a un modèle marketing dont la cliente est notre Chief Marketing Officer. Okay. On a une question aussi de Yann qui te demande quelle est la relation avec la concurrence? Les enseignes de location sont-elles tentées de créer des marques plus dynamiques pour conserver votre marché, comme les low cost dans l'aéronautique? Alors, on n'est pas low cost. On est sur le même. On n'est pas non plus en haut de gamme, mais on n'est pas comme Drivey peut l'être moins cher, systématiquement moins cher que le loueur traditionnel. On est en stratégie de prix, on est relativement comparable. On est un peu moins cher, mais pas tant que ça. Là, on se distingue vraiment, c'est sur la fluidité de notre app, sur la fluidité du parcours client. Et effectivement, ils créent des marques plus dynamiques. En tout cas, ils essayent de le faire. Et
pour avoir un parcours sans passer par l'agence. Mais ils ont quand même, surtout les plus gros d'entre eux, Europcar, Hertz, Sixt, ils ont quand même des difficultés à le faire. Organisationnellement. Ada, par exemple, y arrive depuis un peu plus longtemps qu'eux. Ok. Rémila qui demandait quel est l'ordre de convergence en général vers le plan optimal. Je l'ai pour être franc, je l'ai plus en tête parce que avant le modèle tournait localement et on le faisait tourner sur nos ordi localement et donc on le voyait tourner et on voyait les itérations. Depuis pas mal de temps, en fait, il tourne sur un serveur, il renvoie directement les résultats et du coup, comme il n'y a pas eu de bug qui s'est manifesté dessus depuis assez longtemps, j'ai pas eu à regarder la vitesse de convergence de l'algo, mais il me semble qu'il trouve quelque chose, qui tentait 1000 plans avant de trouver l'optimal. Ok. Donc Elias qui pose une question, qui demande est-ce que si tu sais combien de temps de programmation on a sur l'appli et sur le développement des modèles et combien de programmeurs pour tout ça. Alors, combien de j'ai pas compris la question, pardon. Je pense qu'il demande plutôt le temps que ça vous a pris de construire les modèles. Combien de temps ça nous a pris de construire les modèles? On a chez Virtuo actuellement 6 modèles, en data, dans l'équipe data, on a 6 modèles en prod. Donc les 3 que j'ai évoqués, plus des modèles sur les comportements clients. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Virtuo. Bon, chacun des modèles, on sort des versions, peut-être tous les 6 mois, des nouvelles versions avec des changements majeurs. Un changement majeur serait, par exemple, intégrer les catégories de voitures. Ok. Mais donc, si on raisonne comme ça, on a eu 2-3 versions majeures sur chacun des 6 modèles qu'on a là. Ça donne un peu un ordre d'idée. On a dû passer en temps cumulé, peut-être sur cet algo, en temps cumulé avec d'une personne, peut-être 9 mois, je dirais. Vous êtes combien dans l'équipe actuellement? Là, actuellement, dans l'équipe, on est dans le cœur de l'équipe, on est 4. Mais on a des data analystes qui sont décentralisés dans les équipes opérationnelles. C'est-à-dire, il y a un data analyst en finance, un data analyst en marketing, un data analyst en logistique. Okay. Donc, je crois que tu as répondu un peu à la question de Corentin qui se demandait, une fois que le modèle est implémenté, que devient ton quotidien hormis de la business intelligence? Oui, il y a toute la création des nouveaux algorithmes. Alors déjà, c'est un peu on n'arrive jamais à un modèle abouti. À chaque fois qu'on sort un modèle, on n'est jamais satisfait et en faire de nouvelles versions ça reste notre quotidien. Inversement, on pourrait se dire l'inverse, en business intelligence, une fois qu'on a mis les données une fois qu'on a mis à disposition les données sur notre outil Looker, on n'a plus besoin de travailler. On se rend compte qu'en réalité, on a toujours des nouvelles données à mesurer. Et que les choses qu'on peut les articuler de plus en plus ensemble entre elles, les joindre de plus en plus entre elles pour les rendre plus intelligibles, pour en sortir plus de choses. Mais effectivement, oui, quand le modèle sera implémenté et que toutes les décisions seront automatisées, je pourrais prendre ma retraite, si c'est ça la question, oui. Mais je pense que ce modèle qu'on avait appelé métamodèle ne sera dans le fond jamais abouti. Enfin, qu'il y aura toujours des versions qui vont s'accumuler. Il y a une question de Eric qui demande si vos fournisseurs de voitures, en tant que constructeurs, vous ont-ils sollicité pour obtenir les datas pour leur propre analyse personnelle? Non. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Okay. Et Isa, qui sera sûrement la dernière question,
qui demande, comme tu as parlé de parcours client, est-ce que tu travailles directement avec l'équipe UX et designer pour gérer la data, ou est-ce que c'est plutôt comme tu l'as dit, sous terme de mission un peu d'un point de vue extérieur? Non, oui, on travaille avec eux. Alors, c'est plus les data analysts qui travaillent avec eux parce que les données sont… parce que là, il s'agit d'analyser un peu le parcours client. On a déjà mis à disposition des données sur le parcours client. Et ensuite, aux data analystes de l'équipe marketing en particulier, d'analyser le funnel client et d'en parler avec l'équipe UX pour… L'idée, c'est toujours de le simplifier, hein. On cherche toujours à simplifier ce funnel pour que l'expérience soit le plus fluide possible. Ok. Et dernière question de Corentin, qui du coup, pour faire suite à sa question, je ne sais pas si tu as le droit de communiquer là-dessus, mais qui te demande le retour sur investissement de l'implémentation de la data science versus le gain annuel. Alors, déjà, la première chose à définir, c'est quel est le gain annuel de l'équipe de data science. Bon, on arrive à le mesurer un peu. Puis à le rapporter à nos salaires. Notre façon de le mesurer, c'est de faire des post-mortem. C'est de faire des post-mortem et de l'A/B testing. Les post-mortem, c'est de se dire, l'an dernier, typiquement sur le graphe qui est encore affiché, c'est de la demande réelle ici. C'est la demande réelle de 2019, il me semble. C'est la demande réelle de 2019. Derrière, on affiche le plan qui aurait été optimal si on avait connu d'avance la demande. Ça nous permet de nous dire ce que l'algo nous a permis d'obtenir par rapport à un moment où on n'avait pas l'algo, en fait. Et la marge que ça nous a permis d'obtenir. Ces post-mortem, ça nous permet de regarder la marge supplémentaire que ça nous a permis d'obtenir. En termes de pricing, on va faire des A/B testing. Quand on a déployé un nouveau moteur de pricing, c'était cet automne, fin de l'été, début de l'automne. Quand on a déployé le nouveau moteur de pricing, on l'a déployé ville par ville. Et on mesurait à chaque fois le revenu supplémentaire qu'on arrivait à générer grâce à ce nouveau moteur de pricing. Et ça, on peut le mettre tout ou partie de cet écart, on peut le mettre au crédit du moteur de pricing et donc de l'équipe de data science. Ok, merci beaucoup. Mais en revanche, on n'a jamais vraiment formalisé ce ROI de la data science. Je ne sais pas si on a vraiment envie de le faire et si j'ai vraiment… Enfin, je ne sais pas, peut-être que je devrais le faire pour négocier mon propre salaire. Je sais pas, mais on ne l'a jamais mesuré vraiment formellement. La difficulté qu'on a là-dessus, c'est qu'on agit sur la top line de Virtuo, c'est-à-dire combien Virtuo génère de revenus. Et quand on agit sur la top line, en fait, on n'est pas du tout les seuls acteurs à agir. Okay. On n'est pas les seuls acteurs à agir et donc s'attribuer tous les gains de productivité qu'on a sur la top line, tous les gains de revenus par voiture, ce serait un peu excessif. Et après, les répartir entre mon travail et le travail de l'équipe marketing et le travail… Ça devient tout de suite compliqué. Donc. Voilà, ça devient un peu compliqué. Et pas forcément un intérêt à le faire en plus derrière. On ne sait pas trop, quoi. Mais effectivement, quand on est capable de voir ce qu'ont apporté nos algos grâce sur le pricing, sur la dépense marketing, sur notre flotte. Ok. Bon, merci beaucoup pour ces réponses et surtout pour la présentation qui était très intéressante. Si vous avez aimé, si vous voulez vous approcher un peu plus de la data et de la BI, n'hésitez pas à voir du côté des formations de chez Data Scientist. Je vous mets quelques liens qui vous permettront d'avoir plus d'infos. Je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube où vous pourrez trouver tous les replays des autres lives qu'on a fait pour ces webinaires hebdomadaires tous les lundis. Et la semaine prochaine,
on aura le plaisir d'accueillir Touchard, qui est Data Engineer chez Miro, la plateforme, la licorne, qui met en relation les photographes et les personnes qui ont besoin de photographes. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. N'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est sur la même plateforme et ça se passe lundi prochain à 13 h. Je vous remercie pour tout. Merci beaucoup, Alexandre, encore une fois, pour cette présentation. Merci. Et j'espère que ce webinaire vous a plu et à toi aussi, Alexandre. Ben oui, beaucoup. Merci beaucoup. Il a l'air d'avoir permis de le faire. Très bien. On va passer une très bonne journée. Bonne journée à tous. Et, bonne journée. Et à la semaine prochaine pour le webinaire avec Miro. Au revoir. Au revoir.